Session des questions-réponses. La parole à qui veut la prendre. Merci beaucoup, professeur Elomon. Belle présentation. Est-ce à dire qu'aujourd'hui, dans le listing des facteurs de risque cardiovasculaire, on doit inclure la recherche de stéatose hépatique? Merci, professeur. C'est une question à laquelle je vais difficilement répondre. Pourquoi? Parce que la stéatose hépatique, je vais dire, c'est une artérosclérose du foie. Vous avez vu tout à l'heure, ça part des acides gras libres avec les triglycérides qui vont favoriser un certain nombre de mécanismes. Donc, effectivement, je ne dirais pas que c'est un facteur de risque, mais il faut rechercher cette manifestation extra, je vais dire cardiovasculaire, du syndrome métabolique. Et on doit la rechercher systématiquement. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit dans ma conclusion, c'est la maladie du futur pour nous les hépatologues. Maintenant, ceux qui vont contribuer à développer la connaissance de cette maladie, ça va être les cardiologues, ça va être les endocrinologues et peut-être même les neurologues, parce que lorsqu'ils voient des malades AVC qui ne sont pas passés chez les cardiologues, s'ils recherchent un syndrome métabolique, parce que le syndrome métabolique, ça ne va pas seulement être recherché chez l'obèse, hein. Il va être recherché chez le diabétique, il va être recherché chez des patients qui ont un poids normal et qui présentent une hypertriglycéridémie, par exemple. Et là, je suis sur la stéatose hépatique primaire, hein, pas secondaire. Parce que secondaire, je ne parle pas des malades qui boivent de l'alcool, je ne parle pas des malades qui ont des maladies thyroïdiennes, etc. Merci beaucoup. Parce que j'ai posé cette question, parce que le syndrome métabolique, même étant déjà un facteur de risque cardiovasculaire, c'est-à-dire tension limite, glycémie limite, hypertriglycéridémie et l'obésité abdominale. 3 des 5 items déjà nous donnent, comment on l'appelle, le syndrome métabolique. Et maintenant, si on a ces lésions, comme vous avez bien développé, si ces lésions déjà montrent qu'il y a une complication de l'athérosclérose, ça veut dire que, bon, si on arrive, parce qu'aller dépister l'athérosclérose au niveau coronaire, c'est un peu difficile, surtout avec les choses invasives. Si on a ça, on peut ajouter comme intimement média au niveau des carotides ACC. Merci beaucoup, professeur. Y a-t-il d'autres questions? Les intervenants sont là. Je m'excuse, je suis le professeur Ngachou. Mon assistante, Dr Ngonyama, est en train d'arriver. Vous êtes allé tellement rapidement. Elle était à la salle Diamond. D'ici 2-3 minutes, elle sera là. Donc, vous pouvez prendre les questions-réponses. S'il y en a, mais on s'excuse encore. Oui, une question au fond. Merci, professeur Thio, pour votre brillante présentation et les autres présentatrices, bien sûr. Moi, c'est le docteur Fongwa, je suis un interniste, pratiquement 12 ans, à Garoua. Votre présentation m'a attiré beaucoup d'attention parce que moi, j'ai beaucoup plus de commentaires que de questions, parce que c'est assez regrettable, en fait, qu'on prend un patient dépiécé. Parce que les patients doivent être pris en entier
Et tel qu'on voit, puisque ce que vous avez présenté, ça, c'est ce que nous appelons nos maladies, c'est-à-dire la médecine interne. Parce qu'une lupus touche pratiquement tous les organes. Et on voit, moi j'ai une orientation beaucoup plus néphro, mais on voit quelqu'un va faire une bandelette urinaire, il trouve le sang présent dans les urines, et ça n'attire pas l'attention pour dire qu'il y a quelque chose. Pourtant, à partir de cette juste, le sang, bandelette urinaire ne coûte rien. Et à partir de là, on peut découvrir beaucoup de cette maladie systémique qui vont pas seulement toucher le cœur, mais toucher les autres organes. Et je crois qu'il faut qu'on prend les patients en entier, de manière qu'un signe sur un patient ne te fait pas juste passer à côté. Les cas que vous avez présentés, les 2 cas, après 2 ans, après 3 ans, ce n'est pas, moi j'ai vu, actuellement nous avons dans notre service un patient, depuis novembre, il est vu par les collègues et les spécialistes. Voilà, certains par les spécialistes, mais qui présente une pathologie assez simple, mais seulement, et chaque fois, on fait l'examen, tu trouves une CRP qui est élevée, tu trouves, certaines trouvent les bandelettes, un garçon, tu trouves dans ces bandelettes de sang, et ça n'attire pas l'attention. Donc, moi, je crois que ce que vous avez dit est très important pour nous. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on reste fermé dans notre spécialité seulement. Je sais qu'il y a le problème des patients, la pression que les patients et les mettent, mais prenons assez de temps pour cette anamnèse, pour interroger les passages des patients, et on va découvrir beaucoup de choses qu'on passe à côté, mais pas venir découvrir juste à quelques heures de décès du patient tel que vous avez vu. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher ami. En réalité, comme tu l'as dit, nous privatisons les patients. Nous n'osons pas aller loin. Nous n'avons pas encore la culture de travailler en équipe. On se contente des diagnostics en réalité lésionnels. On ne va pas au diagnostic. Mais un infarctus à 40 ans, et puis on est là, non mais il n'est même pas hypertendu, on en voit de plus en plus. C'est ça le thème, qu'on en voit de plus en plus. Non, il y a un problème. Il y a un problème, les gens qui ont décrit leur affection avant que nous n'apprenons, c'est à des âges un peu élevés, c'est avec des facteurs de risque. Donc, ce sont ces genres de choses, donc il faut vraiment qu'on aille. Et comme je l'ai dit, ces diapos, c'est pour les autres spécialités, c'est pour nous interpeller. Moi, vous savez, il ne faut pas qu'on ait ce complexe d'infériorité et autres. Moi, j'ai dit déjà, quand tu ne vas pas faire stage en Occident, là, tu ne vas pas être agrégé dans mon service. Parce qu'eux-mêmes, pour accéder à ce grade, ils vont soit au Canada ou bien aux États-Unis. C'est inconditionnel. Il y a patron dans patron là. Donc là-bas, là, tu apprends d'abord l'humilité. Tu apprends la pression, le rythme du travail. Tu apprends le non-renoncement et tu apprends à travailler vraiment, vraiment en équipe. C'est ce qui me plaît. L'humilité, travailler en équipe, le non-renoncement. Mais ça nous manque. Ça nous manque. Ça nous manque. Nous sommes, moi je suis sûr, nous sommes toujours à l'étape de diagnostic lésionnaire. Il a fait thrombophlébite, oui, c'est parce qu'il a voyagé de Douala à Bafoussam. Non, quand même. Même les facteurs de coagulation, on ne dose pas. Après, j'ai perdu un collègue gynécologue comme ça. Il a fait 500 km pour venir faire recensement. Nous avons le temps pour venir faire recensement. On est promo. Je l'ai vu jeudi. Vendredi, on devait se voir au cours d'une réunion et puis quelqu'un me souffle que non, Is ne va pas bien. Je vous dis, il a fait un AVC massif. Quand tu soulèves sa TDM, toutes les mi-crâne comme ça, les mi-cerveau est parti.
c'est-à-dire qu'il a bousillé, AVC ischémique massif. C'est après que quelqu'un dit, oh, il avait fait une phlébite à 31 ans, qu'il avait fait une phlébite il y a 2 ans. On fouille finalement, son père militaire est décédé à 42 ans, juste après sa retraite, d'embolie pulmonaire documentée. C'est maintenant on a attrapé son fils aîné, il a un déficit majeur en protéine S. Donc, la phlébite, il y a 2 ans, là, s'il était documenté, notre collègue serait là. Donc, ne restons pas, nous sommes trop au diagnostic lésionnel. On ne va pas dans l'étiologie. D'accord? C'est mon point de vue. Ces maladies, le pilule chez nous, ça pilule. Merci. Les organisateurs. Merci, professeur Pio. Je voulais savoir, ce patient qui a 68 ans meurt d'un anévrisme, je crois, de l'aorte abdominale, après avoir été suivi pendant 3 ans, avec un si gros syndrome inflammatoire. Il était dans un hôpital, quel type d'hôpital? Un petit centre dans un village, c'est un hôpital de première, deuxième, troisième catégorie. Donc je veux comprendre, parce que c'est pas anodin d'avoir un si gros syndrome inflammatoire, une CRP à 3 chiffres, si je me rappelle très bien, et une vitesse de sédimentation très très accélérée à la première et à la deuxième heure. Merci beaucoup. Il a commencé en périphérie et c'est dans un hôpital CHR régional qu'il a fait ses consultations stomato, neuro. Ils ont fait le scanner et ils ne trouvaient rien. Et puis s'ils se plaignent que de céphalée. Donc ils se disent, paralysie faciale. Le syndrome inflammatoire, ils ont tenu compte, mais ils cherchaient, comme mon ami a dit, ils étaient là parce que ce sont ces céphalées qui préoccupaient les gens. Le jour où il s'est plaint de douleurs abdominales, où ils ont fait la fibro, l'écho ordinaire, et il dit, c'est comme si je vois la haute. Passons en vasculaire. Et on découvre. Mais quand tu vois, qu'est-ce que quelqu'un qui se plaint de céphalée, migraine, hypertension, va aller chercher en unité purement vasculaire abdominale. Donc, c'est la claudication qui devait dire, attention, céphalée, claudication, syndrome inflammatoire, c'est orthone. Explorons tout le patrimoine artériel jusqu'en dissalité. Au fait, c'est mon message. Merci. Oui, avant de passer la parole, mais je vais dire quelque chose de très important parce qu'on a des étudiants ici. Je pense que la sémiologie, tout à l'heure le professeur Pio parle de claudication, la sémiologie est très 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 importante parce que je suis sûr que quel que soit l'endroit où ce patient se trouvait, si on l'avait bien interrogé, parce que cette céphalée, je ne suis pas sûr qu'elle était comme toutes les autres céphalées. Elle devait juste toucher soit l'hémicrâne ou bien elle devait être frontale. Donc, prendre le temps d'interroger le malade, être sémiologique, et lorsqu'on est uniciste, souvent on se trompe très peu. Et les examens paracliniques viennent vous permettre de faire un diagnostic étiologique. Bon, si je peux me permettre toujours, avant qu'on ne passe un peu aux aspects chirurgicaux de la chose, je pense que les 2 précédents orateurs, le professeur Eloumou et le professeur Pio, nous interpellent quelque part sur le côté transversal de la médecine. Et ça, s'il faut continuer dans ce sens, en dehors de la sémiologie, il y a un aspect que nous négligeons assez souvent dans nos différents services, ce qu'on appelle le staff multidisciplinaire. Cette session nous amène à penser grand, à ne pas saucissonner les patients que nous avons à voir. Bon, c'est un patient de rhumato, je ne vais regarder que les articulations, c'est un patient
de gastro, je ne vais regarder que le tube digestif. Chez le patient de cardio, bon, je fais mon ECG, échographie cardiaque. Si c'est normal, je ne vais pas plus loin. Il faut que nous regardions grand, que nous n'hésitons pas aussi à demander l'avis des différentes personnes. Quand on voit un patient qui nous présente des choses qui nous paraissent assez souvent bizarres, qu'on aille plus loin. La CRP n'est pas synonyme que d'infection, parce que très souvent, quand on voit une CRP élevée, bon, on va la donner, lui, amorciacide clavulanique, et on va revoir les choses après. Donc, je pense qu'il faut regarder les patients de façon beaucoup plus large, demander l'avis des différents spécialistes, et aussi apprendre à lire. Les différentes pathologies, les maladies systémiques qui sont un peu quelque part mon quotidien que je vois, on a un gros retard diagnostique dans ces pathologies, tout simplement parce que ce sont des patients qui passent de médecin en médecin et personne n'a l'œil pour regarder hors infection, personne n'a l'œil pour regarder un peu en dehors de sa spécialité. Elles sont dites un peu rares dans notre contexte, mais elles sont rares parce que nous n'y pensons pas. Quand j'étais étudiant, on nous disait on ne trouve que ce que l'on cherche. Si vous ne connaissez pas la maladie de Horton, vous n'allez jamais y penser. Si vous n'avez jamais entendu parler de polychondrite atrophiante, vous n'allez pas y penser. Le Takayasu, on ne va pas y penser. La maladie de B7, avec le professeur Loumou, nous avons eu à suivre des patients avec maladie de B7. Lorsqu'on était étudiant, on nous disait que c'est une maladie du pourtour de la Méditerranée, mais aujourd'hui, nous avons in situ un certain nombre de patients africains qui n'ont pas de connexion avec le pourtour de la Méditerranée, qui présentent d'authentiques critères de ces maladies. Donc, il faut y penser et être ouvert. N'hésitez pas à demander l'avis des différents confrères pour pouvoir arriver au diagnostic. Et je pense que le professeur Pio nous a dit, la médecine, c'est d'abord l'humilité. Ça ne sert à rien de s'accaparer d'un patient et penser que non, on va pouvoir gérer tous les problèmes de ce patient. Non. Pensons aux autres, pensons aux collègues pour demander les avis. On sera meilleur individuellement et on sera également meilleur collectivement.